Okay, welcome to everyone. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là parmi nous. Voilà, vous êtes bien ici à le cours sur l'identification des risques et opportunités environnementaux offert pour vous pour la plateforme européenne de la microfinance, en particulier pour le groupe d'action pour la finance verte, inclusive et climatiquement intelligent. Et voilà, vous êtes le bienvenu. On se donne quelques instants pour après commencer. Ok, encore une fois, merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Euh, je pense et j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on est bien dans le cours d'identification des risques et opportunités environnementaux. On vous donne encore un petit minute pour parce qu'on voit les gens qui sont en train de s'unir. Si en même temps, vous pouvez bien écrire votre nom, si vous pouvez, et aussi le nom de votre institution dans la chat. Comme ça, on comprend mieux avec qui on est là. Aussi le pays de vos opérations. Et on commence très bientôt. Merci beaucoup. Ok, donc encore une fois, merci à tout le monde et bienvenue. Je pense qu'on va doucement commencer. Alors pour commencer, je vais mettre ma présentation en plein écran. S'il vous plaît, de me confirmer, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, super. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, super. Merci de votre confirmation. Donc, on va bien commencer. Donc, avant de commencer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me faire savoir si quelqu'un parmi vous n'a pas participé à la présentation de la fois passée? Donc, ça, c'est la deuxième présentation. On va parler de l'identification des risques et des opportunités environnementaux. Il y a eu une présentation avant que c'était sur la stratégie donc environnementale. Donc, si je voudrais savoir qui parmi vous a déjà participé à la formation sur la stratégie environnementale la semaine passée et qui ne l'a pas fait. Comme ça, je veux voir un peu avec qui on est. Donc, pas participé, donc les deux qui n'ont pas participé, allez-y. Comme ça, on essaie de pondérer disons, le résumé de la fois passée pour qui n'a pas participé ou de ne pas ennuyer qui a déjà participé.
Super. Donc, il y a un mix. OK, plus qui ont participé, qui n'ont pas participé. OK, donc, parfait. Voilà, donc on va bien commencer. Alors, donc pour lesquels qui n'ont pas participé, on va reprendre quelques concepts clés, sinon on avance un peu plus rapidement que la première participation. Alors, je reprends. On est dans la session identification des risques et opportunités environnementaux. On va être ensemble à 1 heure et quart, plus ou moins d'ici là. Ça, c'est une présentation, je vous rappelle, qui a été développée par la plateforme européenne pour la microfinance, et particulièrement pour le groupe de la finance verte inclusive et climatiquement intelligente, vous offert pour ces groupes d'action et la plateforme européenne de la microfinance. Donc voilà, certaines des formations, c'est moi qui les présente, certaines, c'est Natalia qui les présente, si quelqu'un participe aussi aux autres formations dans les autres langues. Donc ça, c'est un peu tout le groupe de formation. Vous êtes parti d'une cohorte d'institutions qui participent en individu à 4 cycles, 4 sessions de formation et qui se déroulent le long des 4 standards de le Green Index 3.0 et on le déroule en anglais, en espagnol et en français. Donc, si vous voyez ici et vous voulez participer aux prochaines formations, vous n'êtes pas encore enregistré, c'est le bon moment voilà, de s'enregistrer, comme ça que vous l'avez dans d'autres agendas. Donc, on a parlé la fois passée de la définir, comment définir et mettre en œuvre une stratégie environnementale. On va aujourd'hui parler d'identifier les risques et les opportunités environnementaux. Dans la prochaine session, on va discuter sur la gestion des risques et opportunités environnementaux. Et après, dans la dernière session, on va discuter des produits et des services financiers et non financiers verts. Alors, les objectifs d'aujourd'hui sont les suivants, hein. Donc, on voudrait acquérir une compréhension initiale, hein, parce que quand même on est introductive. Certains de vous, c'est la première fois qu'ils entendent ça, de la norme numéro 1 de le Green 3.0, donc identification des risques et opportunités environnementales. Avant d'avancer, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous êtes familier ou pas avec ce standard ou avec le Green Index 3.0? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Vous le connaissez? S'il vous plaît, de me faire savoir dans la chat, comme ça je vais adapter en fonction de vos réponses. Et d'autres, voilà, c'est pouvoir développer en base pour pouvoir évaluer le statut d'une institution financière, voilà, qui participe ou quelqu'un de votre partenaire pour pouvoir évaluer et générer un rapport par rapport à la norme d'identification des risques et opportunités environnementales. Alors, ça permet aussi de générer quelques disons, cadres de lacunes que peut avoir l'institution et définir un possible plan d'action. Donc ça, c'est un peu les objectifs d'aujourd'hui. Je voudrais remarquer qu'aujourd'hui, c'est une session, je dirais clé, parce que l'identification, c'est un peu la clé de tout le reste. Alors, tous les standards sont-ils importants, mais faire une bonne identification des risques et opportunités, c'est qu'est-ce qui nous permet de définir correctement et structurellement et à un niveau solide une stratégie environnementale, aussi comme un plan d'action de gestion des possibles risques et aussi de pouvoir prendre les possibles opportunités, voilà, qui peut se montrer à nous, mais aussi de développer des produits et des services, que ce soit à la fois financière ou non financière, qui soient adaptés à la nécessité de nos clients. Donc voilà, donc c'est une importance maximale à cette formation-là. Avec ça, on comprend mieux la stratégie, on va comprendre davantage les prochaines sessions. Dans l'agenda d'aujourd'hui, on va introduire rapidement qu'est-ce que c'est la finance verte inclusive. Donc, on a déjà expliqué ça la fois passée, mais pour les nouveaux, on va le reprendre rapidement. Et après, on se focalise sur le point 2, là, qui c'est l'identification des risques et opportunités environnementaux et montrer quelques bonnes pratiques en utilisant des collectes de données qu'on a fait il y a 2 ans pour les bonnes pratiques qui sont dans le secteur, sur comment les différentes institutions financières identifient ces risques et opportunités. Et après, voilà, on va partager avec vous le lien. EDERA, qui c'est le partenaire IT du groupe d'action pour la finance verte inclusive et climatiquement intelligent, a développé pour vous un petit outil digital qui va vous permettre de remplir le Green 3.0 standard par standard. Voilà, et donc on va le partager et parcourir ensemble. On y va. Est-ce que quelqu'un a des doutes jusque-là ou je peux me lancer de la première session? Si vous avez des doutes, vous pouvez écrire clairement dans la chat. On va vous répondre pendant que je présente. Vous pouvez lever la main. Et comme ça, on essaie de clarifier tous les doutes. On laisse d'espace d'intervention à la base entre chaque session.
Si quelqu'un a des questions là, je peux répondre, sinon je me lance dans la première session. Avez-vous des questions? Non, ok, super. Si quelqu'un a des questions, pas de problème, hein, levez la main ou écrivez et on avance. Donc, la finance verte inclusive, je reprends quelques petites notions, hein. Donc, cela s'est développé, comme on a dit, le Green 3.0 pour le groupe d'action. Le groupe d'action de la finance verte inclusive et climatiquement intelligente, pour qui ne le connaît pas, est un groupe qui a été lancé en 2013. Donc, il y a quand même quelques temps, hein, ça fait 12 ans, je pense que c'est le groupe le plus longév de la plateforme européenne de la microfinance. Il est constitué aujourd'hui pour plus que 75 institutions et plus ou moins 150 membres affiliés de différentes formes. Et notre objectif clé, vous le voyez ici, et vous voyez particulièrement, c'est aussi l'objectif de développer des outils dédiés. Et en particulier, un des outils clairs et phares qu'on a développé depuis quand même 10 ans et mis sur le terrain, c'est le Green Index 3.0. Le 3.0 s'est développé 2020-2021, mais on va voir que c'est le résultat d'un travail qui a commencé en 2014 avec des versions précédentes. Et voilà, donc après, notre objectif, c'est de publier et diffuser des conclusions. On a pas mal des informations en ligne mes collègues ils vont vous partager, des manuels, des formations et différents documents intéressants, renforcer la coopération, améliorer la connaissance et l'action et clairement travailler sur l'intérêt général de la transition verte dans le secteur de la finance inclusive. Donc, qu'est-ce que c'est la finance verte inclusive? Alors, on reprend rapidement parce que ces concepts-là, même pour qui les déjà entendus, sont clés, qu'il faut y comprendre en détail, en profondeur, parce que ce n'est pas seulement la définition de la finance verte inclusive, c'est aussi comme le Green Index 3.0 est-il structuré. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous allez le remplir, c'est important d'y comprendre qu'à chaque standard, il y a ces trois dimensions. Quand je définis une stratégie, quand je l'implémente, quand j'identifie des risques et opportunités, quand je développe des produits. Donc, ces trois dimensions sont clés. Donc, point fondamental en dimension clé de la finance verte inclusive, c'est le concept de vulnérabilité. Le concept de vulnérabilité est clé, surtout pour la finance inclusive. Ça veut dire la majorité des clients avec qui on travaille, c'est des clients qui sont non bancarisés, sont des clients qui sont en situation de difficulté, aux pauvres, aux des micro-entreprises, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un aspect clé qui s'appelle vulnérabilité. Cette vulnérabilité est accrue pour le changement climatique et la perte de biodiversité et d'autres phénomènes de pollution en terre de maison, etc., etc., ou le manque d'électricité. Et donc, l'aspect vulnérabilité est clé pour l'intervention de la finance verte inclusive. Et donc, quand on parle de vulnérabilité, on parle de comme les clients ou les institutions microfinancières peuvent être affectés pour l'environnement. Par exemple, glissement de terrain, je perds ma maison. Par exemple, sécheresse, je perds mon récolte. Par exemple, il n'y a pas assez d'électricité, je perds des revenus pour mon entreprise. Okay? L'autre dimension, c'est l'impact négatif. Là, on parle d'impact négatif sur l'environnement. Donc là, c'est les actions qui fait l'entité financière ou ses clients voilà, pour ses activités quotidiennes, soit les fois familiales, soit pour l'activité d'entreprise. Donc, les activités peuvent avoir un impact positif ou négatif sur l'environnement. Par exemple, voilà, utilisation de certains produits chimiques qui peut polluer la rivière, ça c'est un effet négatif. Par exemple, plantaison avec des productions agricoles en agroforesterie, ça restaure en partie des écosystèmes. Donc, vous voyez les activités des clients ou des institutions ils peuvent impacter positivement ou négativement. Troisième volet, volet opportunité économique. C'est un volet quand même clé parce que la transition verte et les produits verts ne sont pas seulement quelque chose pour attendre un impact positif sur l'environnement ou pour réduire la vulnérabilité, comme on voit ici, mais ils sont aussi potentiellement des opportunités économiques et sociales pour les clients et les entités. Ça veut dire qu'en finançant de bonnes solutions vertes, vous pouvez aider à stabiliser les revenus de vos clients, vous pouvez aider les clients à augmenter leurs revenus, vous pouvez aider les clients à s'attacher à des chaînes de valeur plus solides, voilà, et vous pouvez aussi aider vos propres institutions à développer de nouveaux partenariats et aussi des nouveaux financements qui peuvent être dédiés à la transition verte. Donc, vous voyez que ces trois dimensions-là sont la clé et la finance verte inclusive, c'est l'interaction entre ces trois dimensions. Trouver une stratégie, une identification des produits et services de reporting qui permet de réduire la vulnérabilité de vos clients vis-à-vis des aléas climatiques et environnementaux,
de réduire les impacts négatifs sur l'environnement de votre institution, voire de promouvoir la résilience et la capacité de s'adapter de vos clients, voire de promouvoir des écosystèmes plus sains pour vos clients et donc générer des opportunités économiques pour votre entité et pour les clients. Donc, autre concept qu'on a parlé, ceci c'est très important parce que le Green 3.0, il inclut intégralement, c'est le concept de direct et indirect. Donc, à la fois, ces trois dimensions sont partout dans le Green 3.0 et dans la performance environnementale de l'institution financière, mais après, il faut le décaler en certaines activités. Les activités d'entité financière, on les divise en deux. Ah, qu'est-ce que c'est un concept indirect? Ça veut dire des activités que fait l'institution, pas directement, mais sont faites à travers ses clients. Donc, ça veut dire que c'est toutes les activités des clients. Donc, ça fait plus que le 90% des possibles vulnérabilités, des possibles opportunités économiques et sociales, mais aussi des possibles impacts sur l'environnement qu'il y a en institution. Donc, c'est clé de regarder toutes les activités des clients. Parce qu'en tant qu'institution financière, c'est là où vous avez vos risques et vos opportunités. Néanmoins, il y a aussi d'autres activités, que c'est l'activité directe. L'activité directe, c'est les activités faites pour l'institution ou per les ressources humaines. Donc, ça veut dire l'impact qu'il y a, par exemple, l'utilisation des papiers, l'utilisation des voitures, etc., sur l'environnement directement fait pour l'institution. Ou la vulnérabilité que peut avoir certaines agences parce qu'ils sont à côté par exemple, des rivières qui pourraient déborder, etc. OK? Donc, ça, c'est notre concept clé. Le Green 3.0, ou l'indice vert en français, bah, c'est le principal indicateur qui a été développé depuis maintenant 14 ans, pardon, 14 ans, depuis 2014, donc ça fait quand même 11 ans, qui a été développé avec l'idée de pouvoir donner un instrument intégré et sur lequel le secteur de la finance inclusive il s'accorde, qui peut évaluer la performance environnementale d'un fournisseur de services financiers. Donc, ça, c'est développé pour la plateforme européenne de la microfinance, en particulier pour le Green Inclusion and Climate Smart Finance Action Group à partir de 2014. Et l'outil est très important à comprendre qu'il a différentes utilisations. Première, c'est la sensibilisation, donc il comprendre qu'est-ce que c'est la finance verte inclusive, qu'est-ce que je pourrais faire et les choses que je fais déjà. Deuxième, clairement, c'est l'évaluation, hein, pouvoir faire une évaluation concrète, solide et claire et pragmatique de la performance environnementale de l'institution financière. Troisième, c'est définir un engagement. Hein, est-ce que je veux transformer ce que je fais, comment? Donc, je m'engage en fonction des indicateurs clairs et calculables. Définir qu'est-ce que sont les priorités, hein, donc en fonction des écarts que l'indicateur que le GNES va générer par rapport à les différentes dimensions, y comprendre qu'est-ce que sont les écarts plus importants et lesquels qui sont prioritaires pour pouvoir, disons, aller de l'avance et définir une planification d'activité. Donc, alors, je commence par ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et mettre en place ces activités pour après refaire une analyse de Green 3.0 pour comprendre les progrès. Donc, je fais un baseline, je vois les lacunes, j'ai planifié une activité, j'ai refait après une année, 2 années ou 3 années un Green 3.0 et je vois comment j'ai progressé. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a un des rôles clés de Green 3.0 et je voudrais que vous le regardiez dans cette forme-là, surtout dans ce cours de formation, c'est un outil de formation. Pourquoi c'est un outil de formation? C'est parce que quand vous allez le parcourir étape par étape, en fait, le Green 3.0 n'est rien d'autre que la liste des bonnes pratiques sur toutes les dimensions pour améliorer votre performance environnementale. Et donc, n'est pas seulement un check, vous le faites pas comme vous le faites, c'est aussi qu'est-ce que c'est possible de faire. Donc, en réalisant le lien de Green 3.0 qu'on va vous partager quand on va regarder ça en détail, vous allez comprendre qu'est-ce que sont les activités que vous faites déjà et potentiellement vous ne reportez pas encore comme activités vertes, ou qu'est-ce que sont les choses que vous pourrez faire avec un effort n'est pas gigantesque, vous pouvez déjà avoir des bénéfices. Donc, ceci est un outil de formation. Il faut se rappeler que depuis 2021, voilà, GNES 3.0 a joué un rôle clé qui n'a pas forcément fait dans les premières deux versions, mais le rôle clé parce que les standards de la gestion sociale environnementale, les standards universels de la performance environnementale et sociale faits pour SPTF et maintenant SPTF Series, ils incluent une dimension 7 qui est obligatoire et que c'est la dimension environnementale. Alors, j'ai le plaisir pour quelqu'un qui peut-être encore des doutes
de vous annoncer que le GreenX 3.0 est totalement aligné avec la dimension 7. Donc, peut-être quelqu'un de vous connaît cette dimension 7 déjà. Il a potentiellement été formé pour Series SPTF sous cela ou il est en train de l'utiliser. Alors, cela n'était pas quelque chose de vain, c'est un investissement de votre part parce que la dimension 7 était co-développée pour trois acteurs, donc le SPTF Series et le Green Inclusion Climate Smart Finance Action Group de la plateforme européenne de la microfinance. Donc, on l'a fait ensemble. Donc, d'abord, on connaît bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on est les co-auteurs, mais aussi, en le faisant, le groupe d'action s'est assuré un alignement presque parfait entre la dimension 7 et Green 3.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites en dimension 7, vous avez un premier aperçu de qu'est-ce que c'est votre performance environnementale par rapport à GNES 3.0. Et si vous voulez aller plus en détail, le GNES 3.0, c'est plus long, plus détaillé. Il vous offre pas mal des options et pas mal de questionnements qu'il n'y a pas de la dimension 7. Si vous avez fait le GNES 3.0, vous avez déjà généré un rapport qui inclut les valeurs qui ils sont déjà inclus dans la dimension 7. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat. Voilà, comme vous voyez. Donc, on a expliqué la fois passée la stratégie environnementale. On va aujourd'hui sur l'identification des risques opportunités. Donc, ça veut dire que vous allez voir un ensemble de questions organisées sous quatre standards. Et si vous avez toutes les bonnes pratiques implémentées correctement pour chaque standard, bah, vous avez une évaluation de 100% de chaque standard. Et sinon, en fonction de ce que vous faites, une évaluation de 0 à 100%. Vous voyez en bas le développement des Green Index, donc version numéro 1 2014, numéro 2 2016 et numéro 3, laquelle qu'on va vous présenter ici, c'était fait en 2021. Alors, je reprends rapidement. Ça, c'est les quatre dimensions hein, pour vous situer. Donc, la première stratégie environnementale, définition et mise en place. On a parlé de cela la fois passée. Donc, deux pratiques essentielles, définition et la mise en place. On va parler aujourd'hui de l'identification des risques opportunités environnementaux. La fois prochaine, de la gestion des risques et après des produits et services verts. Vous voyez que chacun des standards a deux pratiques essentielles qui, pour le standard 1 et 2, donc identification et gestion des risques et opportunités, sont divisés selon les notions que j'expliquais tout à l'heure, ça veut dire indirect et direct. Donc, la pratique essentielle numéro 1 de le standard 1, ça veut dire l'identification des risques et opportunités indirectes. Voilà, c'est l'identification des risques et opportunités qu'ils ont vos clients. Vous voyez aussi que dans le standard 2, on a la gestion des risques et opportunités indirectes. Voilà. Et quand on va dans la pratique essentielle numéro 2 de le standard 1, donc identification des risques directs et des opportunités, donc c'est là, c'est comment on identifie les risques à l'institution même. Et il y a l'équivalent, vous voyez pour la suite, dans le standard 2, que c'est la gestion des risques opportunités directs aussi. Donc, comment on gère les risques opportunités de l'institution même. Voilà. Donc, on suit. Est-ce que vous avez des questions? Là, on va s'élancer sur la thématique clé, donc la session clé d'aujourd'hui, que c'est justement comment on va identifier qu'est-ce que sont les bonnes pratiques et les bons exemples pour identifier les risques et les opportunités. Est-ce que quelqu'un a des questions, des doutes, des commentaires? Non? Faites-moi savoir, hein, on s'arrête et on discute toutes les fois que vous voulez. OK, donc alors on va sur ça. Alors, identification des risques opportunités, on vous rappelle que si vous cherchez du matériel, mes collègues vont le poster dans la chat. Vous pouvez trouver des exemples de bonnes pratiques sur comment identifier les risques et opportunités sur la Green Map. Le Green Map, c'est un outil qu'on a développé il y a quelques années grâce au support du ministère luxembourgeois. C'est disponible en ligne. Vous pouvez cliquer et chercher selon vos régions des bonnes pratiques de différentes institutions financières qui ont été faites en 2021, 2022, 2020. On a aussi publié un ensemble de cas d'études. Et donc, alors, encore là, mes collègues vont les poster. Donc, où ces bonnes pratiques sont reportées en petites publications. On voit ici lesquelles qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser donc, pour discuter un peu des bonnes pratiques, c'est tous ces quatre cas d'études. Donc, on a deux cas d'études pour l'identification des risques et opportunités indirectes. Donc, vous voyez la pratique essentielle numéro 1 dès le standard numéro 1 qu'on discute aujourd'hui. Par exemple, en révisant qu'est-ce que fait Bancamia en Colombie et qu'est-ce qu'il fait Komuba au Bénin.
On a aussi des autres deux cas d'études pour l'identification des risques opportunités directs, hein, par exemple, en discutant, vous présentant qu'est-ce qui fait CACMU en Équateur et qu'est-ce qui fait Tamwilcom en Jordanie. Hein. Il y a d'autres, clairement. Il y a eu une petite sélection dans la construction des cas d'études il y a quelques années, mais vous voyez que vous trouvez des exemples pour chacun des bonnes pratiques à niveau des pratiques essentielles. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des formations en ligne totalement disponibles, développées encore une fois pour le groupe d'action, où Nathalie et moi, ben, on vous présente différents concepts sur la finance verte inclusive. Et c'est là organisé pour session et pour thématique. Et en session et thématique, c'est justement l'identification des risques opportunités. Vous avez des vidéos en ligne, vous avez le matériel de formation. Et donc, vous l'avez en 3 langues, et vous pouvez le télécharger et vous pouvez le voir et étudier. Voilà, donc on y va. Avant de se lancer, j'aimerais bien vous poser une petite question dans la chat. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que signifie identifier les risques et les opportunités? Qu'est-ce que ça veut dire identifier les risques et opportunités? Est-ce que quelqu'un peut écrire dans la chat ou si vous voulez, vous pouvez aussi prendre vos microphones et voilà, nous dire qu'est-ce que ça veut dire cela, s'il vous plaît. Voilà, la question main levée. Oui, donc Sénat, s'il vous plaît de vous présenter si vous êtes partie d'institution de votre institution et nous dire. Oui, allô? Oui, alors on vous entend. OK. Identifier les risques et opportunités directes et indirectes, Ouais, c'est d'abord voir au niveau tout d'abord de nos clients, les produits et services qu'on finance, quels sont leurs effets négatifs sur l'environnement. Par exemple, quand nous prenons les revendeuses de riz au bord de la route qui utilisent les sachets plastiques noirs qui sont laissés dans la nature. ouais. Donc, euh, par secteur d'activité, on peut voir quelles sont les conséquences des effets négatifs de nos clients sur l'environnement. Par exemple, quand nous prenons les vendeuses de charbon de bois, donc il faut couper les arbres. Lorsqu'on coupe les arbres, quels sont les risques pour les êtres humains? Il y a la sécheresse, etc. Il y a il y a la sécheresse, il y a l'inondation, il y a, lorsqu'on utilise les produits, nos bénéficiaires qui font l'agriculture avec nos crédits, ils achètent les pesticides. Donc, il y a les risques aussi de santé, etc. Donc, quand nous venons, bon, c'est quelques exemples, quand nous venons au niveau de nos institutions même, lorsque nous utilisons nos engins, nous dégageons de la fumée, ce qui crée le CO2 qui détruit la couche d'ozone et que on a de fortes chaleurs. Et il y a aussi, par exemple, quand nous utilisons les sachets d'eau pour les pure water, etc., les bouteilles que nous jetons dans la nature, ça pollue l'environnement. Lorsque nous brûlons nos déchets dans nos agences et dans nos sièges, donc il y a aussi des risques, ça crée des fumées aussi, etc. Bon, je vais m'arrêter ici à cause du temps. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup pour partager cela. Je vois qu'il y a une autre main levée, Medekedina Kenawe. Vous pouvez vous présenter et partager votre avis, s'il vous plaît. Bonjour, Bonjour. oui, comment vous allez? Moi, plutôt bien, et vous? Oh, je vais bien. En fait, si je vais ajouter à ce que Monsieur Marcel venait de dire, et pour moi, les risques et opportunités directes, c'est ce qu'on peut identifier au sein de l'institution même, ce que dégage l'institution. Les risques qu'on peut identifier
les risques et opportunités qu'on peut identifier au sein d'une institution. Maintenant, indirect, c'est ce qu'on peut identifier à travers nos bénéficiaires ou bien nos clients. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et vous êtes de quelle institution? Asila Cimé, super, super. Oui, Asila Cimé Togo, ok, oui, super, merci. Merci. Je vais merci. il y a encore la main levée. Est-ce que c'est pour intervenir ou pas? Marcel aussi est de Assis la Cime Solidarité. Ok, donc vous êtes ensemble. Oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci à Simé et, pour votre intervention. Donc, clairement, quand on parle d'identifier les risques et opportunités, on va le voir maintenant en détail. C'est justement de comprendre d'abord, je dirais, du point de vue indirect, donc d'abord voir les clients, parce que comme on dit, bah, la partie le plus avancée, le plus important de ces risques-là, opportunités, c'est chez vos clients. Essayer de comprendre sur ces trois dimensions qu'on a expliquées tout à l'heure. Ça veut dire qu'est-ce que sont les vulnérabilités principales de vos clients. Donc, est-ce qu'il est vulnérable au changement climatique? Mais oui, à quoi? Sécheresse, inondation, vagues de chaleur, etc. Est-ce qu'il est vulnérable, par exemple, à pauvreté énergétique? Ça veut dire n'a pas accès à de l'énergie fiable. Voilà. Est-ce qu'il est vulnérable au manque d'eau? Voilà. Est-ce qu'il est vulnérable à perte de biodiversité? Voilà, donc par exemple, tout ce qui sont les problèmes liés à à la baisse de productivité, etc. Donc, tous ces ensembles de vulnérabilités que vos clients pourraient faire. Et éventuellement, pour la suite, comme cela se génère dans la vulnérabilité de votre institution, hein, à travers le risque de crédit, le risque d'opération et tout ça. Ça, c'est un volet. Le deuxième, c'est identifier chez vos clients les impacts qu'ils peuvent faire sur l'environnement de différentes formes, hein. La coupe des arbres, on a entendu, les pollutions par rapport à l'utilisation des engrais chimiques, par exemple, ou des véhicules à essence, aux pollutions parce que les activités polluent directement les rivières, le sol, etc. Pollution liée à l'air dans les maisons, etc. Donc, tout ce type des impacts négatifs qu'on peut voir sur l'environnement de vos clients. Et troisième, la partie encore une fois importante des opportunités. Donc, identifier qu'est-ce que les clients font déjà, qui peuvent être identifiés comme des choses vertes ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui lui permettrait d'augmenter ses revenus, sa production ou la stabiliser. Et l'autre volet, comme on a entendu aussi des collègues de Silasime, c'est justement de faire exactement le même exercice de ces trois dimensions, hein. Je vous rappelle qu'identifier, il faut que vous faites une espèce de matrice d'identification de ces trois dimensions, vulnérabilité, impact environnemental et opportunité verte, à la fois pour vos clients et à la fois pour votre institution. Donc, si je devrais donner un petit devoir à tout le monde, si vous voulez, ou si c'est une institution, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez prendre un petit papier, le diviser en six box. Voilà. Les premières trois, c'est les vulnérabilités, impact environnemental et opportunités vertes de vos clients. Le deuxième trois box, c'est la même chose, donc la vulnérabilité, l'impact environnemental, les opportunités de votre propre institution. Par exemple, est-ce que votre institution est vulnérable aux coupures d'énergie électrique, par exemple? Ou est-ce qu'elle est vulnérable à les inondations des rivières à côté? Ça, c'est une partie de vulnérabilité. Et votre institution, il génère un impact négatif sur l'environnement, utilisation de papier, d'eau, moyens de transport, etc., etc. Est-ce que votre institution aurait ou a des opportunités vertes? Par exemple, si davantage il financerait des choses vertes, est-ce qu'il pourrait demander davantage de financement local ou international à des prix plus intéressants pour supporter cette transition. Donc ça serait la première étape que j'invite tous les participants qui ont envie d'avancer de cette dynamique-là de faire et éventuellement de mettre en place un petit processus que vous le faites tous les 6 mois ou tous les années et vous essayez de remplir ce tableau. Hein? Donc, ce tableau est fondamental parce qu'il va évoluer, parce que vous avez différentes opportunités, différents défis. Et donc, il faut toujours être capable de l'identifier pour pouvoir agir correctement. La dimension, le standard 2 de l'OGNES 3.0 ne fait rien d'autre que vous permettre d'affiner ces petits tableaux. Voilà. Donc, ces petits tableaux, vous pouvez les faire de forme qualitative, comme je viens de le dire, et j'invite tout le monde à le faire, ou vous pouvez le faire de forme très analytique en utilisant le GreenDesk 3.0 et surtout le standard 1 qu'on va parcourir dans un instant, qui va vous permettre voilà, de remplir toute cette case correctement.
Donc, la norme, vous voyez la norme 1, donc justement, il s'agit de la capacité de l'institution à identifier la vulnérabilité des clients ou du portefeuille et de l'institution même, donc indirect, direct, les impacts environnementaux négatifs générés sur les écosystèmes par les clients et l'institution elle-même, encore une fois, direct et indirect, et les besoins et la demande des clients en matière de pratiques et technologies vertes, ainsi que des opportunités pour l'institution même. Bam, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'identification des risques et opportunités. Il est divisé en deux pratiques essentielles et on va les voir un par un. Donc, regardons ici. Donc, après, on va ouvrir l'outil pour regarder les réponses. Là, je vous pose seulement, n'est pas les réponses. Je vous rappelle que le GNIST 3.0 est fait de la forme suivante. Il y a des questions et à chaque question, il y a des réponses multiples. Voilà. Vous voyez, donc, si je vous demande, est-ce que vous identifiez la vulnérabilité de vos clients, bah, ce n'est pas suffisant de dire oui, non ou oui, non partiellement. Il va apparaître en liste des 5, 10, 20 possibles choses que vous pouvez identifier. Donc, il faut cocher ce choix multiple. On va le voir dans une petite demi-heure. On va le revoir. Et donc là, on vous présente seulement les thématiques. Et pour la suite, je vous montre aussi les réponses. Je vous rappelle aussi que le GreenList est complémenté pour des indicateurs quantitatifs qui donc, il ne vous dit pas seulement est-ce que vous identifiez les vulnérabilités de vos clients. On va vous demander par exemple, oui, mais de combien de clients vous l'identifiez par an. Voilà. Alors, regardons ici. Donc, premier point, identification des risques opportunités. Alors, la première chose que vous demande le GNIST 3.0 avec le premier indicateur, c'est la situation identifie la vulnérabilité, le niveau de vulnérabilité des clients ou du portefeuille face au changement climatique, à la dégradation de l'environnement et la perte de biodiversité. Ça, c'est un point clé. Est-ce que vous identifiez la vulnérabilité? On va voir après les possibles détails. Deuxième, est-ce que l'institution forme les agents de crédit, du personnel et du back-office pour l'identification, l'évaluation et la catégorisation de la vulnérabilité à niveau des clients et portefeuille. Donc, vous voyez, on parle encore des mêmes thématiques, c'est vulnérabilité, mais la première question vous dit, est-ce que vous l'identifiez? La deuxième question, c'est, bon, pour être sûr que vous l'identifiez correctement, est-ce que vos personnels est formé pour le faire? Le volet de formation est clair. Parce que si vous l'identifiez sans savoir ce qu'il faut identifier, bon, l'identification probablement n'est pas très solide. Et le troisième indicateur que vous voyez ici, l'institution a établi des partenariats avec des prestataires techniques de technologie pour évaluer la vulnérabilité des clients et des portefeuilles. Donc, vous voyez que les premiers trois indicateurs partent tous de vulnérabilité. Ça, c'est clé. Le premier, il vous interroge, est-ce que vous l'identifiez? Oui, non. Et qu'est-ce que vous identifiez? Le deuxième, il veut dire, quelle capacité avez-vous de pouvoir l'identifier? Donc, est-ce que vous êtes formé? Voilà. Et le troisième, il vous dit, bah, écoutez, mec, avec quel outil technologique ou d'autre, vous le faites? Donc, vous voyez, ces trois sont clés. Parce que pour y comprendre la solidité de l'analyse faite, bah, il faut voir d'abord de bonnes métriques, de bons indicateurs et éventuellement de bonnes technologies pour le faire. Il faut être formé pour l'utiliser et comprendre quoi identifier. Et justement, il faut le faire. Si on continue sur les autres indicateurs, vous voyez que c'est exactement la même structure. On a autres trois indicateurs, mais maintenant focalisés, encore une fois, sur les clients. On part toujours de la partie indirecte, mais maintenant on part de l'impact d'environnementaux négatifs à niveau des clients ou du portefeuille. Donc, le premier indicateur G114, les institutions identifient les impacts environnementaux négatifs à niveau des clients ou du portefeuille, par exemple liés à les émissions de gaz à effet de serre, à la dégradation du sol, à la production et gestion de déchets. Et on va voir dans l'outil qu'il y a tout en liste d'une quinzaine de possibilités, des choses que vous pouvez identifier. Et après, on a l'indicateur pour la suite qui vous dit, bah, est-ce que vous formez, est-ce que les agents de crédit sont-ils formés pour identifier ce type d'impact environnemental. Et l'indicateur 6, vous voyez en bas, bah, est-ce que vous avez établi des partenaires avec des prestataires techniques et technologiques qui vous aident à évaluer ces impacts négatifs. Donc, vous voyez ces 6 premiers indicateurs à l'intérieur de la pratique essentielle numéro 1 de le standard 2, de la norme 2 de l'UNIS 3.0 est composé pour deux groupes de 3 indicateurs chacun. Première vulnérabilité, deuxième impact, voilà, et chacun divisé sur est-ce que vous le faites, est-ce que vous êtes formé, est-ce que vous avez des outils ou des partenaires pour pouvoir le faire. Si on regarde sur la droite, bah, ces indicateurs qualitatifs sont accompagnés par indicateurs quantitatifs. On ne va pas les parcourir tous, mais vous pouvez les lire. Et par exemple, dans la première, il dit bah, bonjour, combien des agents de crédit des membres de personnel ils ont reçu en formation? Voilà. Donc, combien d'événements de sensibilisation? Donc, on va vraiment voir la solidité des activités menées. Et vous voyez aussi, comme je disais tout à l'heure, et je ne vais pas reprendre ça à toutes les opportunités, mais
disons ici que c'est la première fois qu'on le regarde, quel outil, il n'est pas forcément seulement un outil d'évaluation, c'est aussi un outil de formation. Parce qu'en vous montrant comment il est structuré l'Andrés 3.0, seulement ces 6 premiers indicateurs de cette pratique essentielle, bah, vous comprenez qu'il y a quand même une formation derrière. Bah, si je veux le bien faire, d'abord, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse selon un certain ensemble de possibles vulnérabilités que vous trouvez sur l'outil en ligne. Je ne l'ai pas encore détaillé, il y en a quelques-uns ici. Et après, il faut que je forme les clients. Après, il faut que j'ai des partenariats des outils. Ah, c'est une structure de formation aussi. Et après, les indicateurs quantitatifs, bah, ils vous donnent par exemple une métrique comme vous pouvez regarder et essayer de comprendre l'avancement de votre engagement sur cette thématique-là. Si on suit, on a 2 indicateurs encore de la même pratique essentielle. Et maintenant, on change. On est dans la 3e dimension de la finance verte inclusive. Donc, on a parlé de vulnérabilité et impact environnemental. Et maintenant, dans les opportunités vertes. Enfin, on regarde l'importance de l'indicateur 7 et vous dit est-ce que l'établissement, donc l'institution, réalise des études de marché pour identifier la demande et les besoins en matière de pratiques et technologies vertes. C'est la première étape pour l'identification de l'opportunité. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que les clients font déjà, de qu'est-ce qu'ils ont besoin, quelle demande irait sur cette thématique-là? L'autre, l'indicateur 8, dit bah, est-ce que l'institution identifie les besoins et les demandes de chaque client en matière d'accès à l'énergie affordable, d'eau propre, d'assainissement, productivité, quantité et production de mise en œuvre. Donc, alors, je vous explique la différence entre le 7 et le 8. Le 8, c'est est-ce que vous identifiez à chaque fois que vous faites une évaluation de crédit. Ça veut dire, je vais voir un client, je fais une visite et j'essaie par exemple d'établir l'opportunité qu'aurait le client dépasser, par exemple, d'un véhicule à essence, un véhicule électrique. Par exemple, il dit, bah, écoute, ça vous coûte un peu plus, après, ça dure plus longtemps, voilà, ça vous permet de faire plus de trajets, vous allez voir moins de dépenses et vous allez avoir 3 clients plus par la journée à terme. Et donc, on va dire, bah, je comprends de ces clients, ces opportunités spécifiques ou potentiellement sa demande pour ce véhicule électrique, par exemple. L'indicateur 7, c'est différent. L'indicateur 7, c'est plutôt des études de marché. C'est quelque chose que vous faites une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois les 3 ans. Et donc, vous essayez de prendre un échantillon, pas forcément seulement de vos clients, bah, de comprendre qu'est-ce que c'est la demande, qu'est-ce que sont les tendances, quels fournisseurs ils existent. Et donc, comment moi, je pourrais définir ma stratégie au sens plus large. Pardon, ici, il y a une petite erreur. Je vois sur la numérotation, il y a 2 fois l'indicateur GA1 8. Donc, ça, c'est le GA1 9, donc, que je lis comme le GA1 8. L'institution forme ses agents de crédit. Donc, pareil. Maintenant, ce n'est pas seulement ce que vous identifiez, mais ceci, est-ce que les agents de crédit sont-ils formés pour le faire? Donc, ce n'est pas seulement vous identifier les opportunités, est-ce que vous les formez? Et donc, sont formés, par exemple, pour l'évaluation de la catégorisation des besoins des clients et la demande des pratiques et technologies vertes. Et dernière, donc, vous voyez, GA1 maintenant 10, c'est écrit 9, mais c'est le 10, l'institution établit des partenariats avec des fournisseurs de technologies ou de techniques pour pouvoir identifier ses besoins. Donc, vous voyez qu'ici, il y a 4 indicateurs. Il y en a un plus de la slide avant, mais ils sont faits plus ou moins sur la même structure. Dans l'indicateur 8, 8, 9, qui en réalité sont 8, 9, 10, il vous dit est-ce que vous identifiez la demande et les besoins des clients en termes de technologies vertes et pratiques vertes. Là, le suivant, il vous dit est-ce que vous formez vos agents pour le faire, comme ça qu'ils comprennent ce que ça veut dire et comment il faut le faire. Voilà. Est-ce que vous avez des partenariats, des partenaires du point de vue de technique ou technologique pour pouvoir identifier ces opportunités? Il se rajoute un autre indicateur, comme vous voyez, donc le premier à haut, qui est plus large, que ce n'est pas client par client, mais c'est plutôt des études de marché, de comprendre de sens plus général qu'est-ce qui se passe chez vos clients ou chez vos potentiels clients. À côté, ici, vous avez les indicateurs qualitatifs, donc nombre d'agents de crédit, membres personnels qui ont reçu une formation, je vous laisse lire, et surtout l'ensemble des indicateurs, par exemple encore marché total des produits financiers verts que vous pouvez attendre, voilà, pour voir si vous avez une maîtrise de cette identification des risques opportunités. Donc, si on va voir des exemples sur ça, donc on prend ça rapidement des petits exemples. Donc, on voit Banca Mia. Donc, ça, on a terminé les 10 indicateurs de le GNIST 3.0 sur la première pratique essentielle de la norme 1, donc l'utilisation des risques opportunités. On va voir qui les met déjà en place. Donc, Banca Mia, par exemple, l'institution au Colombie, voilà, il nous montre quelques bonnes pratiques. Alors, vous avez en ligne clairement le cas d'étude complet que vous pouvez parcourir et étudier.
Voilà, mais ici, je fais un petit résumé. Donc, Bancamia donc, utilise des données trimestrielles soumises à disposition du Centre national de modélisation de l'institution d'hydrologie et de météorologie et des études environnementales en Colombie pour identifier les zones vulnérables du territoire national qui sont exposées à des aléatoires climatiques, internes de sécheresse, d'inondations et de glissements de terrain ou d'avalanches. Donc, il y a une première utilisation des données externes pour pouvoir comprendre ces différents niveaux de vulnérabilité de ces clients. Les informations sont saisies par le département du développement durable et alimentent le système d'information de la banque. Les cartes de vulnérabilité permettent à Banque Amier de comprendre la réalité de ses clients en termes d'impact du changement climatique. Donc, en fonction de cela, Banque Amier combine les informations sur les prévisions climatiques contenues dans ces cartes avec des données du portefeuille en souffrance. Donc, on dit, bah, écoute, il y a cette possible risque-là, où il se trouve mon portefeuille et quelle partie de mon portefeuille est potentiellement en souffrance. C'est ça qui permet de générer un index des portefeuilles en souffrance causée pour les effets du changement climatique. Vous voyez, donc, il y a un lien sur les effets du changement climatique et le possible risque du portefeuille. Grâce au système de géolocalisation, le département de risque de Bancamia est en mesure donc de croiser et d'enrichir les informations provenant des cartes de vulnérabilité et changement climatique avec des informations sur la localisation des clients et des bureaux de la banque dans le département où l'impact des changements climatiques est le plus élevé. Vous voyez ici un exemple, par exemple avec les feux, le glissement des terrains, etc. Et les inondations. Donc, Bancamia génère des alertes climatiques, identifie le niveau de risque du portefeuille du changement climatique afin de concevoir une stratégie potentielle d'atténuation, voilà, pour les besoins des clients. Donc, vous voyez, on utilise des données externes, on les croise avec le portefeuille de l'institution et après, on définit des alertes pour les clients et éventuellement des stratégies pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Donc, ici, voyons un peu la suite. Vous voyez la carte comme elle est faite. Donc, la communication des alertes agroclimatiques sont émises par l'Association nationale des caféiculteurs, donc spécifiquement pour le café. Le CENICAFE, le Centre d'archivage et de recherche, fournit des recommandations aux agriculteurs. Donc, vous voyez, fondamental, un partenaire. Donc, Bancamia a une certaine partie de ces financements qui sont présents sur le café. Donc, il y a un partenaire avec des experts sur la cultivation du café qui aident justement d'avoir de bonnes suggestions de quoi faire en fonction d'un risque manifesté. Les suggestions d'assistance technique pour l'activité productive des petits exploitants sont donc envoyées sur le téléphone portable des agriculteurs. Donc, ça, c'est une des activités qu'il fait. Il y a aussi une définition de pourcentage des clients en vulnérabilité au changement climatique qui comprend au moins 2 niveaux d'exposition au risque par département et localisation. La correction des clients en fonction des niveaux de vulnérabilité. Et lorsque les clients sont plus vulnérables, des ateliers de formation sont organisés pour les clients, le personnel. Ça, ce dernier point est fondamental. Je pense un point très important à discuter un instant. L'identification de la vulnérabilité des clients, c'est un point, c'est quelque chose de clair. Mais d'autre côté, il ne doit pas nous induire à définir des stratégies d'adaptation qui soient exclusives. Ça veut dire, maintenant, j'identifie les clients les plus vulnérables et j'arrête de les financer. Ou j'arrête de financer ce type de localisation, ou ce type de secteur, voilà, ou ce type de production. Donc ça serait clairement quelque chose qui serait contraire à l'objectif que je pense tout le monde parmi nous a, qui est un objectif d'inclusion sociale et promotion disons, des valorisations économiques des parties de population les plus vulnérables. Et donc, il faut comprendre quoi faire avec les clients plus vulnérables. Et vous voyez, par exemple, ici, pour la suite, dans le point 3, Bancamia, par exemple, en fonction de la vulnérabilité, il définit des ateliers pour les clients, pour le personnel, pour pouvoir l'accompagner pour réduire sa vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter la fois prochaine. Donc, la gestion des risques identifiés. Aujourd'hui, on ne le va pas faire, mais je veux dire une chose importante. Il ne faut pas penser qu'identifier va générer plus de risques. Par contraire, il va vous dire où vous avez déjà des risques qui, jusque-là, vous n'avez pas identifié et donc c'est caché dans votre portefeuille. Une fois que vous identifiez, la question, c'est comment on va réduire le risque de nos clients sans les exclure. On va discuter cela pour la suite. Autre exemple, Komuba, on part dans notre partie du monde. Donc, Komuba, institution au Bénin, voilà, il nous montre aussi quelques bonnes pratiques du point de vue d'identification des risques opportunités indirects, encore une fois, des clients. Donc, Komuba, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie la vulnérabilité des clients et du portefeuille risques liés au changement climatique, par exemple à la pénurie d'eau et le stockage de l'eau, la manipulation et l'utilisation inappropriée des produits chimiques dangereux, y compris les pesticides et les engrais, voilà, à l'aide
certains indicateurs développés par le PNUMA, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement. Les principaux risques identifiés sont ceux qui sont liés aux faibles précipitations et à une mauvaise manipulation des pesticides. L'adaptation du manuel du crédit, ainsi que la numérisation du processus de crédit de Komuba. Donc, ça, c'est important. Et pour gérer ces informations-là, Komuba aussi, il travaille sur une digitalisation de ce processus et qui lui permet voilà, d'améliorer l'utilisation de ces informations. Il a une cartographie des risques du portefeuille, y compris des risques environnementaux, et un manuel de gestion des risques. Chaque demande de prêt fait l'objet d'une évaluation de l'exposition du client aux risques sociaux et environnementaux. Voilà, donc ça, c'est quelques bonnes pratiques qui font deux institutions et un peu la thématique. Est-ce que quelqu'un a des questions ou veut partager quelques bonnes pratiques faites pour votre institution? Je fais un instant de pause. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, donc comme ça, on peut respirer. Et aussi, si vous avez des questions ou vous avez quelques... voilà, je vois les mains levées. Ouefa, Colette et Mohamed. Donc, vous avez le microphone. Colette, s'il vous plaît. Et vous Oui, présentez. Et que bonjour à tous. Oui, je suis Colette et j'appelle du Bénin. De quelle institution vous êtes? Je suis de Technoserve. Pardon encore? Technoserve Bénin, Technoserve. OK, Une institution qui s'occupe de l'accompagnement des entrepreneurs sur le volet vert aussi. super. Allez-y. Voilà, c'est pour comprendre hein, et l'intégration, l'identification des risques et des opportunités dont on est en train de parler depuis. Et je n'ai au niveau des risques indirects, moi j'ai pensé que ça pouvait être des risques externes, d'accord, qui viennent agir sur l'institution même, c'est-à-dire des risques externes non maîtrisés qui peuvent venir influencer la productivité ou bien qui peuvent venir influencer le travail de l'institution quand on la prend en tant qu'institution. Ouais. D'accord? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, quand vous prenez l'exemple de Comuba, je Ouais. voudrais mieux comprendre est-ce que quand ils prennent tout leur portefeuille, ils arrivent à identifier ce risque pour tous les clients ou bien ils ont ciblé, d'accord, une certaine catégorie de clientèle et ils font tout ce qui est étude de l'environnement, identification des risques et opportunités, tout ça, ils essaient de faire pour une catégorie donnée ou bien c'est systématiquement pour, pour tous les clients du portefeuille. Voilà, merci. Merci beaucoup pour les questions. Alors d'abord, la première question, je rappelle à tout le monde que la formation qu'on fait de Green 3.0, il se focalise sur les entités financières. Donc, ça veut dire que il peut s'appliquer partiellement aux deux entités. Et donc, quand on parle d'indirect, oui, le concept est correct, c'est-à-dire c'est des choses qui peuvent influencer indirectement l'institution. Vous, qu'on parle des institutions financières, ben, ils les influencent pour les activités qui sont financées par l'institution. Si ça arrêtait à notre entreprise, par exemple, qui développe des produits et services, ça serait un peu différent. On aurait regardé bah, où ils vont ces fournisseurs, qui transforment le produit et après ses clients pour la suite. Donc, c'est un peu différent. Là, c'est focalisé en direct dans le concept, c'est les clients que l'institution financière finance. Et donc, c'est là où il y a la majorité de vulnérabilités par l'entité financière et des impacts. Su qu'est-ce qu'il fait Komuba, alors il faut voir le détail de l'évolution de ce qu'il est en train de faire pour qu'est-ce que nous on a étudié. Et Komuba, ce qu'il a en place, c'est qu'il a en place un outil digital qui lui permet pour une certaine catégorie, donc par exemple, je sais qu'il le faisait pour la partie par exemple agricole, et chaque fois qu'un client lui pose, voudrait avoir un crédit, ben, il y a un ensemble d'observations des indicateurs et des outils qui sont déclenchés, qui génèrent un scoring qui était là-bas, c'était développé dans un projet, comme vous voyez dans la petite présentation MEBA, c'est un projet qui s'appelle Microfinance pour l'adaptation au changement climatique à travers les écosystèmes, développé pour le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui, il va dire, il y a un scoring de 0 à 100%, par exemple, sur la vulnérabilité au changement climatique dès le client que je suis en train d'analyser. Donc, sur certains clients, c'est fait vraiment fin, client par client, à travers ces outils-là. Et donc, en fonction de cela, bah, vous avez par conséquence les mêmes visions au niveau du portefeuille. Mohamed.
Mohamed, vous devez ouvrir le microphone si vous voulez. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité, pour l'échange, l'expérience vis-à-vis de tout ce qui est climatologie et changement climatique. Nous, Advance fait partie de notre orientation stratégique il y a 2 ans déjà. Ce qu'on a fait, c'est on a formé pratiquement une grande partie de notre personnel sur ce qu'on appelle fresque climat pour la conscience de l'importance de ce sujet. Et on a intégré dans nos analyses, surtout pour le crédit agricole et rural, tout ce qui est changement climatique et les aléas climatiques pour anticiper s'il y a des risques prévus. Donc, un grand impact et on essaie de donner des produits plus ou moins adéquats à nos clients, surtout ce qu'on appelle le photovoltaïque pour le changement de source de l'énergie. On essaie de limiter ce qui est énergie de gasoil, là où il y a la pollution, vers l'exploitation de l'énergie solaire. Donc, on essaie chaque fois et on a essayé de récolter les données météorologiques chaque fois dans les mois pour anticiper si jamais il y a des risques climatiques sur nos clients et sur nos crédits. Voilà, ça c'est globalement. On est conscient que c'est très intéressant, c'est pour cela qu'on l'a intégré dans nos orientations stratégiques. Merci. Merci. Si je comprends bien, c'est Advance, c'est ça? Oui, c'est Quel Advance. pays? Oui, c'est Advance. Mais quel Advance pays? Tunisie fait partie de filiale de Advance International. Oui, et donc vous êtes de Advance International ou d'un pays spécifique? Ouais. Nous sommes Advance Tunisie, fait partie d'Advance International. Voilà, ok, non, super. Merci. Merci beaucoup. Oui, oui, il y a beaucoup de travail qui fait Advance sur cette thématique-là et clairement heureux de le partager avec tout le monde. Et alors, je passe à la deuxième pratique essentielle, donc l'identification des risques opportunités maintenant directes. Donc, cela, c'est plus court parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure et comme je pense que vous avez conscience, les risques, disons, surtout la vulnérabilité et l'impact direct, ça veut dire de l'entité même ou des ressources humaines de l'institution est plus petit que cela de ses clients. Il prend entre 1 et 2% normalement. Peut-être plus pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais c'est un point clé et fondamental à comprendre, à développer. Pourquoi? Ben d'abord parce que si on ne comprend pas ce qu'on peut faire chez nous, ben on ne peut pas le prêcher ailleurs, donc c'est quand même important. Deuxième, sinon nos officiels de crédit, nos ménagères, nos gérants ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'on fait chez nous et des possibles solutions, ben, probablement ils ont un impact plus limité sur convaincre les clients à pouvoir changer et transiter. Et troisième, c'est aussi une question de consistance. Si on veut transiter, il faut qu'on transite l'institution même, mais aussi d'image. Une institution qui change dans l'image à ses clients, dans l'image à ses investisseurs, et donc va générer des opportunités plus grandes. Alors, l'indicateur qu'on a, par exemple, cette institution évalue sa propre vulnérabilité. Alors, c'est important, cette vulnérabilité, c'est aux menaces météorologiques, au changement climatique, etc. Donc, c'est des propres bâtiments au siège, des propres bâtiments des agences, voilà, et de son personnel. Donc, ça, par exemple, c'est l'exemple. Si on évalue, c'est un des agences, c'est trop près d'une rivière, par exemple. L'institution évalue les impacts négatifs de ses activités internes sur l'environnement. Donc, par exemple, l'empreinte écologique qu'il a, l'utilisation des papiers, des cartons, des eaux, etc. L'institution forme ses agents de crédit et son personnel de back-office sur l'évaluation des dépenses énergétiques de l'institution, des déchets produits et des dépenses papier et des dépenses de carburant. Donc voilà, donc il y a un volet de formation. Est-ce que les agents sont formés pour faire ces évaluations? L'institution évalue ses propres possibilités, voilà, c'est important, d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie environnementale, un système de gestion des risques environnementaux et climatiques, des produits et services écologiques. Donc, est-ce qu'on évalue nos capacités, nos possibilités de le mettre en place et qu'est-ce que serait le résultat de cela une fois que c'est mis en place comme bénéfice pour l'institution? C'est là accompagné, vous voyez, d'un ensemble d'indicateurs quantitatifs qui va vous faire comprendre mieux les démarches potentiellement à suivre pour pouvoir identifier pour la suite gérer ces risques-là. Par exemple, quantité d'énergie produite et consommée par l'institution à partir des sources renouvelables. Voilà, 1 kWh, par exemple, consommation d'électricité, consommation d'eau, pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre compensé, déchets non dangereux en tonnes, et donc voilà, tout cela.
Donc, tout cela, c'est un ensemble de possibles quantitatifs que vous pouvez considérer d'y inclure pour mieux maîtriser le niveau d'impact et d'invulnérabilité qu'a votre institution. Vous voyez, le nombre d'indicateurs est beaucoup plus petit. Hein. Il y en a seulement 4 pour les directs et il y en a 10 pour les indirects, aussi parce que la taille et la diversité, c'est beaucoup plus grand chez les clients, mais c'est autant relevant. Voyons quelques exemples. Si on prend l'exemple de CACMU, donc CACMU comme un niveau de bonne pratique, c'est une institution en Équateur qui a développé un certain ensemble d'activités sur ce domaine-là. Donc, la maison se trouve au siège principal, la coopérative CACMU, c'est une coopérative, et l'axe fondamental de le projet de Green CACMU. Voilà, Green CACMU, c'est un projet justement de transformer l'entité en entité verte. Donc, dans le processus de restauration de la maison, le système était appliqué, donc une méthodologie qui guide la mise en œuvre de paramètres de construction efficaces, l'établissement des critères pour réduire la consommation d'énergie. Donc, c'est tout le travail fait pour CACMU, comme devenir verte au siège, donc pour faire ci que ce soit des bâtiments et des engagements, de la sensibilisation chez ses collaborateurs, qui soient à la fois éco-responsables et à la fois moins consommateurs d'énergie. La certification voilà, qui reçoit exige une réduction d'au moins 20% de la consommation d'énergie, de l'eau, de l'énergie intrinsèque des matériaux de construction par rapport au bâtiment local standard, et la réduction des émissions de la propriété rénovée estimée à entre 10 et 12 tonnes de carbone par an. Donc, il y a aussi une estimation quantitative en fonction de cela. Voilà, donc maintenant, si on avance sur cela, la restauration du siège de CACMU est une opportunité de démontrer aux membres de la coopérative et de la société civile de la région que l'investissement dans la technologie durable et l'utilisation d'énergie propre peut générer un bénéfice environnemental, économique, social à court et à long terme. Donc, vous voyez, ceci est un outil de marketing et de sensibilisation. La restauration du siège à niveau de Casa Verde en espagnol et fait appel à des solutions techniques de construction qui optimisent l'utilisation des matériaux. Donc, la réutilisation des matériaux recyclés afin de réduire la consommation d'eau et d'énergie. Si on va un peu plus en détail, réduction d'énergie, on voit une réduction par rapport du rapport entre les fenêtres, les murs, les peintures réfléchissantes, les murs extérieurs, l'éclairage, la faible consommation d'énergie des panneaux solaires photovoltaïques. Donc voilà, l'eau, robinet à faible débit pour les salles de bain, robinet à double chasse pour les urinoirs à faible consommation d'eau, dans tout un ensemble de solutions qui étaient mises en place, ces matériaux voilà, qui sont composites, voilà, qui ont un impact plus bas. Construction, qui sont l'utilisation des murs intérieurs, donc des pas générer des déchets qui ne sont pas nécessaires, et donc en économie d'énergie, environ d'eau, par exemple, de 42%. Donc, vous voyez, c'est clairement quelque chose que quelqu'un peut dire, ah oui, mais c'est beaucoup des activités. Oui, peut-être, mais vous voyez, à terme, il génère des économies aussi de l'utilisation de presque, était devenu la moitié de la consommation qu'on avait avant. On voit d'autres exemples. On parle de notre région du monde, à Tamwilkom, en Jordanie. En Jordanie, il met en place aussi des pratiques différentes. Là, on regarde son engagement spécifique sur la réduction, sur l'identification des risques et des opportunités directes. Donc, il y a un système solaire au siège et dans 18 succursales depuis 2019, avec l'idée de minimiser les émissions par utilisation des transports électriques et minimiser la consommation d'électricité. Donc, quelqu'un des principales incidences quantitatives sur les dépenses de manière d'énergie, voilà, 587 000 kWh économisés chaque année, la réduction du volume de papier imprimé entre 7 000 et 900 dossiers, réduction de la consommation de carburant au siège de la succursale. Donc, vous voyez que dans cette transformation de cet engagement environnemental, il génère aussi des économies économiques, voilà, des réductions de dépenses. Le développement de 2022 dans formation de mise en œuvre d'une politique d'évaluation environnementale et sociale aussi qui va guider davantage ces engagements. Maintenant, avec le petit demi-heure qui nous reste, je voudrais vraiment aller sur la partie collecte des données et vous partager justement le lien de la norme 2 que vous pouvez utiliser pour différents objectifs. Objectif numéro 1, vous familiariser davantage sur ce que je viens d'expliquer. Donc maintenant, on va le regarder ensemble. Il va permettre de regarder étape par étape qu'est-ce qu'il veut faire à la fois sur la partie essentielle 1 et 2. Deuxième, qu'est-ce que je vous invite fortement à faire, c'est que vous pouvez remplir
cette norme-là pour votre institution si vous êtes une institution financière. Je répète, vous pouvez dès maintenant ou dans les prochains jours remplir cette norme en essayant d'évaluer votre institution autour de ces normes-là. Voilà. Si vous n'êtes pas une institution financière, mais vous êtes un consultant, un technicien, un investisseur, etc., bah, vous pouvez éventuellement approcher une institution financière qui est votre partenaire et travailler avec elle pour faire cette évaluation-là. Je vous rappelle que pourquoi vous ferez ça? Bah, d'abord, parce que si vous faites ça pour tous les 4 formations, vous allez recevoir un rapport sur l'état de performance environnementale de l'institution que vous êtes en train d'évaluer et aussi vous allez recevoir un benchmark par rapport aux autres participants de la formation. Donc, je répète, chose très importante, cela va nous permettre à nous de collecter des informations et de les partager avec vous, mais clairement de forme anonymisée, seulement agrégée, et à vous de générer un rapport détaillé de la performance environnementale de l'institution et la comparaison avec, disons, le standard des différents participants de ce cycle de formation. Cela inclut aussi les autres cycles en anglais et en espagnol. Voilà, est-ce que tout c'est clair? Dites-moi si vous avez des questions sur ce point-là. Oh, tout est clair. Donnez-moi un signe. Clair, pas clair? Soit dans la chat ou soit avec un main. Est-ce que tout est bon et tout est clair sur la collecte de données? S'il vous plaît, de me donner un signe. Oui, super. Merci Colette. Très gentil. Merci David. OK. Super. Donc, on avance. Alors, le GNIST 3.0 a une solution numérique qui est libre d'utilisation, publique, ouverte pour tout le monde, gratuit, qui était mise à sa disposition pour Edera Solutions, que c'est le partenariat digital du groupe d'action de la finance verte, inclusive et climatiquement intelligente de la plateforme européenne de la microfinance. On a co-développé il y a quelques années et donc c'est la version en ligne digitale pour GNIST 3.0. Vous pouvez accéder sur ces liens-là. Alors, ça, c'est tout le GNIST 3.0. On ne va pas le regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a mis à disposition? Encore une fois, Edera nous a mis à disposition un petit lien pour une évaluation seulement de la norme qu'on est en train de discuter. Donc, vous n'allez pas parcourir tout le GNIST 3.0. Là, on utilise seulement le lien pour évaluer la norme numéro 2. Donc, le lien qu'il faut utiliser, c'est lequel qui était posté maintenant. Comme ça, on va le regarder ensemble et va nous permettre voilà, de faire une évaluation. Donc, vous voyez écrit ici, qui participe à les 4 évaluations, on peut voir un rapport de son statut vis-à-vis aussi du secteur. Donc, alors, moi, je clique le lien et je vais partager mon écran, mon autre écran. S'il vous plaît de me dire si vous voyez mon autre écran dans un instant. S'il vous plaît, vous aussi, de cliquer sur ce lien. Voilà le lien qui vous était partagé et de nous dire si vous avez au cas où des problèmes pour pouvoir le visualiser. Est-ce que vous voyez mon écran? Maintenant, je suis dans un autre écran. Cet écran-là, il dit Training Green Index Standard 1. Ouais, super. Est-ce que tout le monde est arrivé à cliquer? Et il est là où je suis. OK. Donc, très bien. Donc, maintenant, si on est là, vous voyez que je ne sais pas dans quelle langue il apparaît chez vous. Moi, en anglais. Bon, si je veux le faire en français, simplement, je clique ici en haut et je le change en français. OK? Donc, il ne faut pas s'inquiéter s'il est en anglais ou en espagnol ou autre chose. Bah, vous pouvez choisir ici que ce soit fait en français. Donc, première activité, super. Je fais en français, c'est dans notre langue. Maintenant, après, il faut cliquer, voilà, suivant. Vous pouvez lire l'introduction et après, suivant. Ça, c'est tout un policy voilà, de l'évaluation. On vous dit où comment gérer les informations, les données, et qui les reçoit, etc., etc., etc. Il faut le lire. Si vous êtes d'accord, vous cliquez et vous avancez. Ici, il faut mettre votre nom. Voilà, Davide, dans mon cas. Voilà, votre email, nom de l'institution. Dans mon cas, Institute. Voilà, le type d'organisation, quelle organisation vous êtes. Voilà. Vous le remplissez. Là, il y a un double qu'on va corriger. Voilà, donc c'est une institution financière, bah, c'est ici. Donc, Financial Service Provider, donc fournisseur de services financiers, voilà, qu'il faut remplir.
après, quel type de statut juridique, par exemple en NGO et d'autres, la région d'activité où vous travaillez, nous on travaille un peu partout, voilà, vous remplissez où vous travaillez. Et voilà, et après, pays d'activité, si vous voulez, vous pouvez lister, portefeuille de prêts en cours et monnaie. Dès que vous le faites, vous pouvez suivre. Et après, je souhaite vous fournir des commentaires supplémentaires sur les indicateurs. Vous dites oui, comme ça, si vous voulez davantage enrichir votre évaluation avec des commentaires, vous pouvez les mettre. Et aussi, s'il vous plaît, de cliquer ici. Normalement, montrez-moi les indicateurs quantitatifs lorsqu'ils sont disponibles. Donc, parce que si vous ne cliquez pas là, il ne vous visualise pas les indicateurs quantitatifs. C'est lesquels qui étaient en orange dans ma présentation d'avant. Si vous faites ça, bah, on commence. Et là, on va se prendre un petit quart d'heure pour parcourir tout cela. Donc, vous voyez, d'abord, ici, vous êtes dans la norme G1.1. Qu'est-ce qu'on explique jusqu'à aujourd'hui? L'institution identifie les risques et les opportunités environnementaux. Et là, on va dans la partie essentielle à 1.1, que c'est tout ce que c'est à voir avec les activités indirectes. Alors là, on reparcourt les 10 indicateurs qui sont inclus. Et on les a déjà vus. Qu'est-ce que je vais me focaliser? C'est le détail qu'on n'a pas encore discuté. Donc, vous voyez, le G1.1.1, c'est l'institution identifie les vulnérabilités. Voilà. Le G1.1.2, comme on a dit, est-ce qu'on forme les agents? Le G1.1.3, l'institution, est-ce qu'il a des partenariats? OK? Maintenant, la chose intéressante, c'est de voir que le GNIST 3.0, il vous donne des choix multiples. Vous voyez, donc, si je prends l'exemple ici, c'est l'institution identifie les vulnérabilités aux facteurs suivants. Donc, ce n'est pas suffisant que vous nous dites, oui, j'identifie les vulnérabilités, je veux savoir à quoi? Au changement climatique, à l'accès insuffisamment à l'énergie potable, à mauvaise gestion des déchets, ou aucun de cela. Vous voyez? Par exemple, si vous avez autre chose, vous le faites à d'autres, s'il vous plaît, de l'écrire et de remplir ici. Comme ça, vous nous dites à qu'est-ce que vous identifiez. Et quand vous répondez que j'identifie quelque chose, bah, après, vous demande est-ce que vous le faites à niveau des clients ou à niveau du portefeuille. Ça veut dire vous êtes capable de le dire client par client ou seulement globalement de votre portefeuille. OK? Et quand on passe à l'indicateur 2, bah, je forme des agents de crédit. Maintenant, vous les formez à quoi? Donc, la liste, c'est la même. Voilà. Parce qu'il faut savoir, est-ce que, par exemple, voilà, j'ai identifié la vulnérabilité au changement climatique, mais je forme mes agents à la dégradation environnementale. Donc, ça veut dire, oui, c'est bien, mais ce n'est pas sur la même chose que vous identifiez. Ça, c'est possible. Voilà. Et donc, c'est là l'idée de ce qu'est-ce que sont formés vos agents. Ou il y a des choses que vous identifiez sur lesquelles ils sont formés, ou des choses qui sont formées sur lesquelles vous n'identifiez pas encore. Donc là, comment vous le faites? Voilà. Pour ces propres ressources humaines internes, donc vous les formez à l'interne, vous avez des experts locaux ou des experts internationaux ou autres, et si c'est d'autres choses, vous pouvez préciser comme vous le faites. OK? Voilà, comme ça, on a rempli les premières deux questions. Et l'institution a établi des partenariats avec des prestataires techniques ou technologies pour évaluer la vulnérabilité des clients au risque suivant. Donc, est-ce que, comme vous le faites, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide? Donc, voilà. Donc, là, c'est les mêmes types de risques. Simplement, il faut savoir pour lesquels vous avez des partenariats. Par exemple, changement climatique. Oui, je ne forme pas mes officiels de crédit. Donc, par exemple, j'évalue la vulnérabilité au changement climatique de mes clients. Je ne forme pas par exemple, mes agents de crédit, mais j'ai un partenariat avec une entité technique ou technologique qui me permet de le faire et donc je n'ai pas besoin d'être formé. Par contre, par exemple, j'ai identifié la vulnérabilité à la mauvaise gestion des déchets. Je ne forme pas, pardon, je forme mes agents de crédit pour le faire, mais je n'ai pas de partenariat. Ça, c'est notre possibilité. Donc, c'est des partenariats informels ou avec des accords formels. Donc, formel, c'est un contrat, un accord de partenariat et autre chose. Et informel, simplement, bah, vous collaborez ensemble. Et ici, il y a un ensemble d'indicateurs quantitatifs. Si vous cliquez, il s'ouvre tous les indicateurs quantitatifs qu'on ne va pas parcourir, sur lesquels, bah, c'est les indicateurs qu'on a dit. Si vous cliquez pas, vous ne les voyez pas. Si vous cliquez, ils vont apparaître. OK? Vous pouvez les remplir. Est-ce que ce guide de questionnaire s'adresse aussi à ceux qui ne sont pas des institutions financières? Alors, merci pour la question, Mohamed. Donc, ces indicateurs-là, ces outils est dédié à l'institution financière. Néanmoins, si vous êtes un consultant, ça vous intéresserait de comment évaluer l'institution. Si vous êtes un investisseur, ça vous intéresserait de savoir qu'est-ce qui sont les bonnes pratiques pour guider vos partenaires pour s'adapter au changement climatique et préserver les écosystèmes. Etc. Donc, en fait, l'applicabilité, c'est l'institution financière, mais l'intérêt,
c'est normalement de tous les parties prenantes de l'écosystème de la finance inclusive. Donc, si on avance, là, vous voyez, là maintenant, c'est les autres trois indicateurs, maintenant sur l'impact environnemental qu'on a discuté. Et maintenant, on dit, bah, ces solutions identifient des impacts environnementaux, qu'est-ce qu'ils identifient? Là, il y a une liste. Et donc, vous comprenez déjà qu'est-ce que vous pourrez identifier, encore une fois, sensibilisation, formation, et qu'est-ce que vous identifiez. Émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'eau, déforestation, pollution des sols, je vous laisse tout le parcourir, surexploitation, espèces exotiques invasions, etc., etc. Même chose, je vous demande, vous le faites à niveau des clients ou vous le faites à niveau du portefeuille. On forme, maintenant, même chose, sur qu'est-ce qu'on forme, voilà, pour identifier quoi. Est-ce qu'on a même chose pour les ressources humaines, experts locaux, donc les indicateurs en structure sont répétés. Et est-ce qu'il y a des partenariats? Pourquoi? Même chose qu'avant. Donc, vous voyez, l'indicateur 3.0 est plutôt large, mais il a une structure qui se répète. Et cette structure qui se répète, ça nous permet de comprendre la solidité, la consistance des différentes activités et actions. Encore une fois, si vous voulez répondre à les questions qualitatives, il faut cliquer ici. Maintenant, on passe à la partie opportunité. Dans l'opportunité, l'institution réalise des études de marché voilà, pour identifier les aspects pertinents de la mise en œuvre de stratégie environnementale. Donc, cliquez ici. Voilà, là, il y a tout en liste de qu'est-ce qu'on peut faire. L'étude de marché comprend quoi? L'identification de la demande des technologies vertes des clients cibles, les besoins financiers pour implémenter ces pratiques et technologies, les besoins non financiers, hein, donc est-ce que doit être formé, sensibilisé, autre chose. Le mapping des fournisseurs locaux de technologie, par exemple, les formations d'assistants techniques pour les pratiques de technologie verte, la qualité des pratiques de technologie verte sur le marché, le coût et le retour sur investissement, par exemple, les mesures incitatives ou dissuasives du marché. Par exemple, vous voulez financer des objets énergie efficaces, mais il y a des incentives pour d'autres types de technologies. Donc, ça, c'est important à savoir parce que sinon, vous allez commencer à financer des choses qui potentiellement ne sont pas très rentables, d'où les soucis qui sont en place, par exemple, etc., etc. Donc, on avance. Ici, si vous voulez répondre à les questions qualitatives, voilà, ce sont les questions qualitatives de support. Elles identifient les besoins et les demandes des clients, de chaque client à quoi? À l'accès à des énergies abordables, à leur propre assainissement, à l'augmentation de productivité, autres, vous voulez préciser. On forme les agents de crédit pour comprendre comment identifier ces opportunités, voilà, et on a des partenaires avec des prestataires techniques pour faire cela. Donc, cela, on a parcouru un peu tout le détail de cette première partie-là. Une fois que vous l'avez rempli, ben, il faut répondre aux questions, sinon on ne nous permet pas d'avancer. Toutes les questions avec un astérisque, il doit être répondu. Et après, vous cliquez suivant. Voilà, là, par exemple, l'espace continuer parce que je n'ai pas dit comme je forme les agents de crédit. Voilà, hop. J'avance. Voilà. Et maintenant, je suis dans la pratique essentielle numéro 2 de la norme 1. Donc, maintenant, on parle des choses directes. Donc, des choses directes sont faites différemment. Donc, il y a seulement 4 indicateurs. Bah, d'abord, on va voir ce qu'il y a. Est-ce que l'istitution évalue sa propre vulnérabilité? C'est non. Vous cliquez non. Voilà. C'est oui. Vous cliquez oui. Et si vous cliquez oui, vous voyez, s'ouvre une liste de choses que vous pouvez faire. L'institution a la propre vulnérabilité à quoi? À la menace météorologique, au changement climatique, à la pauvreté énergétique, à l'accès insuffisant et réduit de l'eau potable, à l'assainissement, etc., etc. Et comme vous le faites en propre propriété au bâtiment au siège social, au bâtiment de succursale ou pour votre personnel, un de ceux-là ou tous les trois. Okay? Comme vous le faites, vous utilisez des méthodologies, des indicateurs spécifiques qui sont spécifiés dans une réglementation de normes locales. Donc, comment s'évaluer? Donc, ce n'est pas vous l'avez fait parce que vous voulez le faire, mais parce qu'il y a des normes qui doivent mettre en place ou qui sont spécifiées dans des normes internationales. Une fois que vous cliquez, il faut préciser laquelle. En avançant, l'institution mesure les indications, l'institution mesure des indicateurs pour évaluer les impacts négatifs. Donc, est-ce que vous utilisez l'indicateur oui ou non? Si oui, bon, qu'est-ce que vous mesurez? Donc, ce n'est pas seulement l'identification, comme vous le mesurez. Comme vous des exemples tout à l'heure, on peut mesurer, par exemple, les dépenses d'énergie, les dépenses en papier, les dépenses en carton, les dépenses en plastique, l'émission de gaz à effet de serre, etc. On le fait de quoi? Propre siège social, du bâtiment de succursale du personnel. On le fait même chose, même structure, en utilisant des indicateurs locaux ou internationaux à préciser. OK? Les indicateurs quantitatifs, comme on a montré, tous les métriques possibles. Par exemple, je prends un exemple, consommation de papier de siège dans les agences sur une base annuelle, 1 kg, voilà, pour nombre de personnes effectives.
Donc, c'est là, vous le remplissez si vous avez répondu avant que c'est quelque chose que vous identifiez, etc. La solution forme cet agent de crédit? Non. Ou si on le forme, bah, voilà, on le forme à quoi? À comprendre, évaluer l'empreinte de sa solution du point de vue des dépenses énergétiques, des dépenses d'eau, des dépenses en plastique, etc. On le fait comment? Sur les ressources humaines internes, il y a des experts locaux qui nous forment, etc. Et pour terminer, la solution évalue ses propres possibilités de développer et mettre en œuvre une stratégie environnementale, un système de gestion des risques. Donc, est-ce qu'on évalue notre propre possibilité? Donc, pourquoi c'est important ça? Vous dites, OK, moi, je pourrais développer un système de gestion des risques environnementaux ou de produits et services verts. Qu'est-ce qui seront mes avantages? Est-ce que j'évalue cela en fonction de quoi? De l'opportunité de marché pour attendre de nouveaux clients. Donc, si je le fais, est-ce que j'ai un bénéfice économique à niveau de plus de clients? Diversification des produits et services pour me différencier de la concurrence, par exemple. Attirer des fonds nouveaux. Donc, vous voyez que cette étape-là, c'est très important de comprendre qu'est-ce que vous évaluez comme opportunité et pour quelle fin, pour quel objectif. L'opportunité n'est pas seulement de le faire pour le faire, c'est ce que vous pensez que cela va vous générer des bénéfices financiers ou extra-financiers. Par exemple, plus de clients, voilà, ou attirer des fonds, voilà, attirer des subventions, voilà, extra-financière, ça va être encourager l'innovation, voilà, améliorer son image publique, etc. Une fois que vous avez fait tout cela, vous avez rempli la norme 3, la norme, pardon, 1 de l'OCNES 3.0 et vous avez rempli les deux pratiques essentielles. Vous cliquez suivant. Là, si vous avez des remarques, voilà, écrivez-le et après, il faut soumettre. Voilà. Try, David, F. Voilà, moi c'est un essai. Si je soumets, je clique, c'est bon, soumission réalisée. Thank you for participating. Voilà, donc comme ça c'est fait. Vous l'avez envoyé. Voilà, j'arrête de partager et je vous demande si vous avez des questions dans un instant. Dès que je récupère ma présentation, un instant. Voilà, hop, je repartage mon écran qui est là. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, donc maintenant, simplement, on est à la fin et attendez, que j'arrive à le mettre en présentation. Qui ne me le fait pas? Hop, je le fais par là. Voilà, et donc voilà, n'oubliez pas de le soumettre, voilà, et nous, avec le soutien d'EDRA, voilà, sont collectées ces informations-là et vont générer des reports. Si vous remplissez tout cela pour tous les standards, bah, vous allez voir un petit report avec vos informations et aussi avec les benchmarks. Voilà, avec ça, nous amène à la fin de cette formation. Alors, je souhaite prendre les dernières 5 minutes pour deux, trois choses. D'abord, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques? Des choses qui n'étaient pas claires ou des choses que vous voulez partager? Merci, David. Est-ce que quelqu'un a des questions, des remarques, des... Donc, merci pour Mohamed pour ce que vous nous confirmez. Alors, je voudrais clarifier une chose sur les liens, hein. Alors, il y a un lien global qu'on ne vous invite pas, donc négatif, à utiliser au cours de ces formations, que c'est le lien du Green Index 3.0 qui vous amène sous tout le Green Index 3.0. Okay? Et après, nous, on vous partage des liens à chaque session pour chaque norme. On vous invite à rentrer dans lesquels pour chaque norme, comme ça, vous pouvez prendre votre temps à chaque fois pour remplir une norme qui c'est la suite de votre formation. Donc, ça veut dire qu'à chaque session, on vous partage un lien différent. Le lien de la fois passée est différent du lien de cette fois-là et qui va être différent du lien de la fois future. Pour la fin de ces formations-là, on vous demande de remplir tous ces liens et EDRA va nous compléter et faire un rapport. Si pour la suite des formations, vous voulez faire une évaluation complète de l'INES 3.0, bah, vous pouvez accéder aussi au lien complet. Si vous ne voulez pas,
bah, l'analyse est faite parce qu'on va composer les 4 liens que vous avez remplis. Alors justement, si vous n'avez pas de questions, mes collègues de la plateforme européenne de la microfinance, il y a une petite enquête qu'ils voudraient bien partager, voilà, pour avoir votre retour. Voilà, donc vous voyez normalement est apparu là sur votre écran. Donc, est-ce que vos attentes pour la session étaient satisfaites? Si vous nous répondez 1, c'est pas du tout, et 5, c'est totalement. Et après, 3 moyenne, 4 plutôt bon, et 2 un petit peu. Voilà, sur quel sujet voudrez-vous approfondir? Donc, voilà, vous pouvez très bien y remplir sur qu'est-ce que vous voulez approfondir, comme ça que nous, on est sûr pour les prochaines sessions, etc., de pouvoir explorer davantage. Vous allez recevoir pour la suite, en même temps que vous répondez à ça, vous allez recevoir pour la suite, je vois des questions, la présentation et la vidéo de la présentation. Donc, normalement, cela va vous donner le résumé que vous pouvez chercher. Donc voilà, s'il vous plaît, de prendre un instant pour remplir le questionnaire en ligne. Déjà, dis-moi s'il y a d'autres choses qu'il faut qu'on fasse avant de clôturer. On prend encore 1 minute ou 2. Non, c'est tout, David. Yeah. Merci. Et donc, voilà, Merci à vous. merci beaucoup. Prenez encore quelques minutes, vous qu'on est en avance, de 2 minutes, pour remplir ce questionnaire qui c'est un scoring de 1 à 5, plus vos retours par écrit et si vous avez des suggestions. Si vous avez des questions qui vous viennent pour la suite, s'il vous plaît d'écrire ici le contact en bas, green@mfp.eu, et les collègues de la plateforme européenne de la microfinance vont vous répondre ou partager avec nous, donc Nathalie et moi, les questionnements, ce sont d'ordre technique, on va vous répondre. Donc voilà, soyez pas timides si vous avez des questions. Je veux aussi informer un peu tout le monde que le groupe d'action de la finance verte inclusive et climatiquement intelligent, c'est un groupe qui est formé de certains membres. Donc, si certains parmi vous, après avoir entendu pour ces formations, la fois passée ces formations, et cette fois-là, ils auraient l'intérêt de s'unir à nous pour partager vos connaissances, vos engagements et éventuellement pour continuer à faire des activités ensemble aussi dans ces sessions, s'il vous plaît, encore une fois, d'envoyer un email à le courrier électronique ici en bas. Donc, vous pouvez manifester votre intérêt et les collègues de la plateforme européenne de la microfinance vont revenir vers vous. Donc, voilà, c'est une possibilité de pouvoir s'unir à nous pour continuer ce parcours de transformation au-delà de ces formations. Voilà, donc merci beaucoup pour cela. Vous pouvez aussi écrire dans la chat si vous êtes intéressé. Et pour conclure, on vous attend la fois prochaine pour la prochaine formation. Voilà, on revient tout au début pour voir ce que c'est le calendrier de formation. Voilà, et on est là. Donc, vous voyez, les prochaines formations en français, ils vont être le 23 mai pour nous et à la même heure. Et je vous attends, on va parler de la gestion des risques et des opportunités environnementaux. Voilà, on vous souhaite un très très bon continuation de journée, un bon week-end et on vous attend la prochaine semaine. Et s'il vous plaît, si vous êtes intéressé pour pratiquer et aussi pour augmenter la connaissance collective et individuelle de la performance environnementale, de remplir le questionnaire sur la dimension, sur le Green 3.0, sur la norme 1 qu'on vient de partager et de montrer, comme ça qu'on peut améliorer notre compréhension du statut et vous aussi de votre statut opportunité pour s'améliorer. Je vous souhaite une bonne continuation et à vendredi prochain. À très bientôt.